Dans la lumière déclinante du 19e siècle, une nouvelle Amérique était en train de naître. C'était une nation palpitante, de l'énergie brute de l'invention et de l'ambition. Une terre où la vapeur et l'acier réécrivaient les règles du possible. La république agraire et tranquille, imaginée par les pères fondateurs, cédait rapidement la place à un géant industriel tonitruant. Les villes s'étendaient, leurs horizons s'élevaient vers les cieux, tissés ensemble par un réseau ferroviaire en constante expansion. C'était une ère de croissance sans précédent, un tourbillon d'activités promettant opportunités illimitées et prospérité inimaginable. Les fortunes se faisaient et se défaisaient en un clin d'œil, attirant des millions avec le chant des sirènes d'une vie meilleure. Cette transformation n'était pas seulement de nouvelles machines ou bâtiments plus hauts, c'était un changement fondamental du tissu social. Le premier était John D. Rockefeller, un homme dont le nom deviendrait synonyme de pétrole. Il commençait avec une petite raffinerie à Cleveland, Ohio, une ville grouillant de concurrents. Il concluait des accords clandestins avec les compagnies de chemin de fer, obtenant des tarifs moins chers pour transporter son pétrole, un avantage qui lui permettait de casser les prix de ses rivaux et de les évincer du marché. Sa compagnie, la Standard Oil, grandissait à une vitesse étonnante, jusqu'à contrôler environ 90% du marché pétrolier américain. Monopole pur, la concurrence vaincue, il pouvait fixer les prix à sa guise, faisant de lui l'homme le plus riche du monde, et pour beaucoup, le plus détesté. Homme profondément religieux, il voyait son succès comme une faveur divine, et ne devait de compte qu'à Dieu. Puis il y avait Andrew Carnegie, le roi de l'acier. Visionnaire, il bâtit près de Pittsburgh l'acier le plus solide et le moins cher. Né pauvre en Écosse, il immigrait enfant et gravissait les échelons par le travail. Son acier ne faisait pas que tracer des rails, il faisait pousser les villes vers le ciel. Troublé par sa fortune, il publiait « L'évangile de la richesse ». L'inégalité, disait-il, est un sous-produit naturel qui permet aux plus capables d'accumuler du capital. Mais les riches ont un devoir profond envers le bien public de leur vivant. Financer bibliothèques, universités et hôpitaux. La philanthropie comme intendance de la richesse. Le troisième titan, J.P. Morgan, commandait le flux d'argent lui-même, depuis Wall Street. Lien de confiance entre industries américaines et capitaux européens. Il forçait des fusions pour créer des monopoles régionaux et stabiliser les profits. Mettre fin aux guerres des prix, augmenter les tarifs, garantir les rendements. De l'électricité au transport, presque toute grande industrie portait sa marque. Marionnettiste de la révolution industrielle, tirant les ficelles du capital. Ensemble, ils tissaient une toile de pouvoir. Le Sénat, élu indirectement, devenait le club des millionnaires, pare-feu contre toute réforme. Tandis que les familles, les plus riches, mimaient l'aristocratie européenne, buvant des milliers de bouteilles de champagne, d'autres luttaient pour leur prochain repas. Les crises jetèrent des familles entières dans la misère. Les grèves étaient souvent réprimées avec brutalité. Police, et parfois armée, protégeaient avant tout la propriété des propriétaires. Un puissant contre-mouvement prenait forme. Le progressisme. Journalistes, intellectuels et politiciens dénonçaient corruption et détresse sociale. Ils étaient horrifiés par l'exploitation des enfants, dans les mines et les usines. Leur programme, abolir le travail des enfants, journée de 8 heures, droit syndical, impôt fédéral sur les plus riches. Bryan portait cette colère sociale au cœur de l'élection de 1896. Les millionnaires mobilisés, Mark Hanna, dont la première règle de la politique était l'argent. Carnegie, Morgan, Rockefeller ouvraient leur carnet. La campagne républicaine dépensait 7 fois plus et gagnait. Le paradis des millionnaires était sauf pour l'instant. La philanthropie devenait sport national, les journaux classant les bienfaiteurs. Elle polissait l'image et laissait aux riches le soin de décider ce qui est bon pour la société. Avec l'impôt sur le revenu, ils obtenaient l'exemption fiscale pour les fondations. La fondation devenait abri fiscal, contrôlée par ses donateurs. En avril 1914, la tension explosait à Ludlow, Colorado. Des mineurs, souvent immigrés, réclamaient la reconnaissance de leur syndicat. La garde nationale attaquait, ouvrait le feu, puis incendiait le camp. Quand la fumée retombait, on retrouvait les restes de 11 enfants et 2 femmes. Le pays était horrifié. Rockefeller Jr. était interrogé. Son père défendait l'usage de la force pour protéger sa propriété. Un désastre d'image révélant un fossé parfois sanglant entre capital et travail. Henry Ford, pourtant hostile aux syndicats, doublait le salaire moyen. Il créait une main-d'œuvre stable, productive et non syndiquée,
pour la production de masse. La modèle T standardisée redéfinissait l'industrie et la consommation. Quand la guerre éclatait en Europe, l'Amérique voulait rester neutre. Morgan Jr. prêtait massivement au Royaume-Uni et à la France, alimentant l'industrie US. En 1916, plus d'un demi-milliard prêté. Une défaite alliée menaçait banques et usines américaines. En 1917, les États-Unis entraient en guerre pour sécuriser la démocratie. Le gouvernement étendait son pouvoir, chantiers publics, prix fixés, conflits arbitrés, impôts accrus sur les plus riches et emprunts au peuple via les obligations de la liberté. Hollywood et patriotisme convainquaient des millions d'épargnants. Pour les millionnaires, l'État n'était plus un junior partner, mais un maître de jeu. Après la victoire, l'euphorie confortait la foi dans le capitalisme et la démocratie américaine. Sous Harding, l'Amérique revenait au laisser-faire. L'affaire de l'Amérique, c'est les affaires. Grèves écrasées, suspicion des organisateurs, régulateurs affaiblis. La loi interdisant le travail des enfants était annulée, les impôts des riches réduits. Le pouvoir corporatif s'envolait avec la spéculation. Les dynasties consolidaient leur influence tout en perpétuant la philanthropie. L'histoire de cette époque est un schéma récurrent, plus qu'une simple leçon. La concentration de richesses attire inévitablement le pouvoir politique. Les règles se plient alors pour favoriser les intérêts de quelques-uns. L'âge d'or et l'ère progressiste montrent qu'on peut résister et exiger plus de justice. Mais aucune victoire n'est permanente. Le paradis perdu était vite retrouvé, préparant boom, crack et nouveaux chapitres. La question d'hier demeure celle d'aujourd'hui. Dans une démocratie, qui détient finalement le véritable pouvoir? Le peuple, l'argent ou l'arbitrage fragile de la loi? L'écho de l'âge doré résonne encore dans nos institutions. Chaque génération négocie à nouveau l'équilibre entre liberté et équité. Et l'histoire continue de s'écrire, sous nos yeux.